Mardi, on se retrouve, on est ici, comme chaque jour, pour analyser les questions d'actualité. On se retrouve encore, parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit objectivement. N'allez jamais ailleurs. Pour info, c'est notre communauté. Merci, ça va droit au cœur, vos appels, vos messages. Et nous les disons chaque jour, continuons à partager l'émission. Commentons, s'il faut passer par des appels, nous devons les faire pour que nous soyons au même niveau de la compréhension des questions d'actualité. Parce que nous avons promis qu'à chaque début de l'émission, nous allons lire la Constitution. Aujourd'hui, nous avons choisi l'article 48 qui dit ceci. Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. Waouh! Notre Constitution. C'est comme ça qu'hier je disais, elle est violée pratiquement chaque jour. Ce sont des dispositions qui protègent les Congolais. Mais l'application pose toujours problème. Et pourtant, c'est garanti dans la Constitution. Merci. Aujourd'hui, nous avons sélectionné au moins 4 questions que nous avons estimées à notre niveau questions d'actualité, questions importantes, utiles à pouvoir échanger entre membres de la communauté. La première, c'est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui au sein du parti au pouvoir, ici précisément l'UDPS. La deuxième question, nous aborderons la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La troisième question, nous irons nous interroger sur le comportement d'ailleurs du diplomate congolais dans ce conseil, où il a parlé, il a considéré le Gabon comme un pays limitrophe de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de Ouazalendo, les réclamations dans cette question de la guerre à l'Est, où à ce jour, bien entendu, on observe la trêve, alors que Pascal, je ne souhaitais pas qu'on observe la trêve. La curiosité, c'est que le pays a cédé à cette demande des États-Unis. En tout cas, merci. L'UDPS, le parti au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il y a la protestation des combattants. Nous allons d'abord à Mwanda. La fédération de Mwanda. Parce qu'elle s'est dit jamais se retrouver dans les institutions, ni nationales ni provinciales. Elle n'a pas compris alors pourquoi le gouverneur sort son gouvernement, provincial bien entendu, n'a même pas pensé à cette fédération. Il y a eu des protestations jusqu'à saccager le siège. Je vous laisse d'abord suivre, et puis nous allons revenir. Comme ça, il y a Kinshasa, c'est Kabouya Zorabat Congo, na Kinshasa, a imposé le Congo central, mais la carte à la Fédération Mwanda. La nomination territoriale, ensuite, il y a Libiso Batou. La mandataire de le terrain, un peu sur la dribble Libiso. Dala, parole on a le longwa. Siège, mais les retours sous siège, c'est pour le découragement des combattants. Doublé, la fédération de Mwanda. Je suis celui qui représente tous ceux qui sont ici devant. Aujourd'hui, non. La police est à Bisso. Zélez à l'État Totiki. Mais où est le bureau de Bisso fédéral? Ok, d'accord. Donc, je m'appelle sur. Merci. La police est à Bisso.
Effacez la police a foutu la réponse à Bisso. C'est fini déjà. La police a locataire na biso. Après 5 ans passés, et le moment Malonga, les gens se révoltent, ils sortent n'importe quoi. Oui, face aussi mon commis, Faji Béton, il est pas na moi Ndakabu ya bomi yango. Mais l'interrogation à notre niveau, c'est comment comprendre qu'un gouverneur, j'estime que c'est un gouverneur de l'UDPS, il a au moins 10 membres dans son gouvernement. Question d'identifier les grandes villes de la province du Congo central pour choisir dans chaque ville au moins un représentant. De mon point de vue, du point de vue de Pascal, Mwanda ne manquerait pas un représentant dans ce gouvernement provincial. La scène que vous aviez vue là, c'est honteux en fait, à ce jour. Et vous allez comprendre que ça ne se limite pas seulement à Mwanda. Quand vous venez dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs, là je veux dire, jusqu'ici le gouverneur ne sort pas encore son gouvernement, après ses échanges plutôt avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, où, au départ, dans le premier gouvernement, dans sa première décision, il avait sorti au moins 20 membres en violation de la disposition 198.5 de la Constitution. On lui a demandé de s'adapter. Son collègue de Haut-Katanga s'est adapté et nous attendons que lui prenne une nouvelle décision de nomination. Même alors, quand vous prenez ceux qui ont été nommés dans la première décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, aucun membre de l'UDPS, je dis bien aucun membre de l'UDPS. Là aussi, les combattants ne sont pas contents. Très mécontents. Pas très longtemps, et dans le cadre de la ville de Kinshasa, je vais saluer parce que le gouverneur a nommé mon ami Israël Moutala comme directeur des cabinets. Chers frères, en tout cas, bonne mission, bon travail. Je vous connais intelligent. Je vous connais indépendant d'esprit. Je crois que vous allez servir cette ville correctement à travers de bons conseils et de bonnes décisions auprès du gouverneur. Quand vous allez au ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas si aujourd'hui les ministres sont autorisés de sortir leur cabinet, mais moi nous avions vu. Et notre débat s'engage là, il sort son cabinet, il affiche, j'estime, c'est une liste déclarative ou provisoire des membres de son cabinet, aucun membre de l'UDPS. Et cela a créé des frustrations. Pascal, j'étais en train de réfléchir. Nous organisons les élections en décembre 2023. Tous, nous avons décrié ici, on incombait d'ailleurs la faute à la Constitution. Comment comprendre que nous organisons les élections en décembre, pour avoir le gouvernement, il faut 5 mois, 6 mois après. Mais en fait, quand nous avons eu le gouvernement investit. D'abord, quand il est sorti, pour son investiture, on a pris du temps. Et les ministres sont investis, le gouvernement est investi, les ministres ont commencé le travail. Jusqu'au moment où nous sommes en train d'échanger. Nous sommes en juillet. Les cabinets ne sont pas composés. Vous pouvez imaginer, donc de décembre
jusqu'en juillet, les ministres n'ont pas de cabinet. Regardez l'exemple, par exemple, excusez la tautologie, en Grande-Bretagne. Le même jour où on nomme le Premier ministre, sinon il sort de la majorité parlementaire, et le même jour, il publie son gouvernement, le même jour, il organise le premier conseil avec son gouvernement, et le même jour, il commence ses démissions. Vous aviez vu en France, le même jour, le ministre qui était le Premier ministre qui était en fonction, le jour suivant d'ailleurs, il est allé déposer la démission. Le jour suivant, tous les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Le travail a commencé. Et qui ont tout. Ils courent de rire le temps. Mais nous qui manquons tout, nous pensons que nous avons toujours le temps. Au Congo, jusqu'au moment où je parle, les cabinets ministériels ne sont pas composés. 7 mois après les élections. Est-ce que nous sommes sérieux? Je crois que nous ne sommes pas sérieux. Et voilà ces frustrations au sein de l'UDPS, parce que nous parlons du parti au pouvoir, ont poussé certains d'aller faire des déclarations. C'est comme Teni Longondo qui parle des choses que Pascal, je n'ai pas compris. J'ai eu l'impression qu'il n'a pas bien réfléchi. Il parle de suspension des activités du parti. C'est quoi ça comme affaire? Il appelle au Congrès. Je ne sais pas s'il a la compétence. Il interdit des cotisations des mandataires du parti qui sont au gouvernement, comme dans les entreprises. Je ne sais pas aussi s'il a la compétence. Donc, tout ce qui se passe à l'UDPS, Pascal s'interroge à cet instant, si c'est intelligent, à partir du moment où le monde entier, le regard est fixé sur la République démocratique du Congo, avec l'agression que le pays subit. Mais curieusement, le théâtre s'est affiché du côté de l'UDPS, le parti au pouvoir. Même si on pouvait être frustré, mais je crois qu'on peut choisir les temps. Je ne pense pas que ce soit opportun à ce stade de voir plutôt un tel spectacle du côté de l'UDPS à ce stade. Le parti au pouvoir devrait maintenant pousser les dirigeants face à cette question d'agression à tout faire pour trouver solution. Le parti au pouvoir allait ouvrir l'œil et l'oreille pour comprendre à quel niveau il y a des infiltrations et des trahisons ou des traîtrises. Mais curieusement, au lieu de s'organiser de cette façon, on est dans la distraction aujourd'hui. Non, c'est Kabouya, non, c'est ceci, non, c'est... Est-ce que c'est important à ce stade? De mon point de vue, je pense que ce n'est pas important. Les élections, c'est en 2028. Si réellement la réclamation, c'est par rapport aux élections, mais vous avez tout le temps. Vous pouvez laisser une année, des années, et aborder cette question des années après, avant les élections. Et donc, l'aborder aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est un prétexte simplement. Quitte-toi de là pour que moi je m'y mette. Seulement ça. Si c'est la tête d'Augustin Kabouya qui vous dérange, mais vous ne pouvez pas afficher un tel spectacle à la face du monde pendant ce temps où le pays est agressé. De mon point de vue, je crois que ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas aussi tard pour que les linges sales se lavent en famille et trouver solution afin de voir comment avancer. Mais c'est simplement aberrant, inconcevable, c'est un peu honteux qu'on voit les gouverneurs de l'UDPS élus par les députés de l'UDPS et aujourd'hui, dans la composition de leur gouvernement, ils ne pensent pas à l'UDPS. De mon point de vue, je trouve grave ça aussi.
Mais les députés, à leur tour aussi, peuvent prendre une décision de faire partie de tel gouverneur. On peut faire partie très facilement aussi. Ne pensez pas que le désordre est seulement au Sankourou, mais cette fois-ci, le Sankourou fera l'exception, je pense. D'autres provinces peuvent aussi le faire, comme le Sankourou le faisait hier. Ma province que j'aime bien. Alors, parce que nous avons parlé du retard qu'a pris la composition des cabinets ministériels, ça nous pousse finalement d'aborder effectivement cette question de l'Est. Nous l'abordions un peu ici lorsqu'on parlait de l'UDPS. Il y a eu réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce conseil, la République démocratique du Congo a été représentée. La question de la RDC a été abordée. Chers frères, s'il vous plaît, chers Congolais, s'il vous plaît, nous avons un ambassadeur à l'ONU, mais un ambassadeur qui ne sait pas citer les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Il cite le Gabon, s'il vous plaît. Suivons d'abord l'élément et puis nous allons revenir. J'ai eu honte personnellement. L'argument tiré de la persécution des populations rwandophones en République démocratique du Congo est un argument fallacieux. Parce que la République démocratique du Congo est bordée par 9 pays et les populations de ces 9 pays se retrouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, ce qui forme en fait la République démocratique du Congo. Donc nous avons chez nous des Angolais, nous avons des Gabonais, nous avons des Centrafricains, nous avons des Sud-Soudanais, nous avons des Rwandais, nous avons des Burundais, nous avons des Zambiens. Tous les pays limitrophes au nombre de 9 ont leurs ressortissants en République démocratique du Congo et vivent paisiblement avec les populations congolaises. Donc il est absurde de croire qu'on ne s'en prendrait qu'aux populations rwandophones. Pour quelles raisons? Parce que nous ne voyons vraiment pas de raisons valables de nous en prendre aux populations rwandophones. Vous l'avez suivi. Mais lorsque vous avez des gens qui ne comprennent pas la géographie de votre pays, dans la question ici de la guerre, quel est le bon point de vue qu'il peut tenir pour convaincre les autres? Suivez même son articulation. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Même son articulation. Vous sentez la non-maîtrise de la question de son pays. Et pourtant, il est censé défendre bien le pays. Depuis quand le Gabon fait frontière avec la République démocratique du Congo? Et vous l'avez suivi, il était incapable d'énumérer les 9 pays. Il s'arrête à 3 ou 4, tout en citant le Gabon. Et c'est lui-là qui représente la République démocratique du Congo au niveau des Nations Unies. Nous devons être sérieux nous-mêmes. Le Rwanda est très sérieusement organisé au niveau international. Que ce soit l'ONU, que ce soit des lobbying créés aux États-Unis pour faire pression à la grande puissance. Bien entendu contre nous, pour le compte du Rwanda. Mais nous sommes toujours comme ça, des gens un peu hors plaque, vous sentez un peu réfléchis, ainsi de suite. C'est quoi ça comme affaire? On aurait bien voulu avoir un monsieur qui s'est argumenté, parler réellement de son pays. Mais hélas, nous avons quelqu'un qui nous cite le Gabon comme pays faisant frontière avec la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas n'importe qui, mais c'est un ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU. Non, ayez honte. Madame Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici, elle qui pilote la MONUSCO, prend aussi parole sur cette question de l'Est. Elle dit, il y a une forte présence des militaires rwandais sur le sol congolais, aux côtés du M23 bien entendu.
Elle a parlé, je crois, de 40 000 hommes. C'est déjà beaucoup. Elle affirme que le M23 est pratiquement sur le site Kivu par Calais. Elle dit encore, il est difficile de trouver solution à cette question par la voie militaire. Il faut passer par des voies politiques, des négociations, ainsi de suite, diplomatiques, ainsi de suite. Mais tout en expliquant la situation de l'évolution de cette question à l'Est, j'ai eu l'impression comme si la MONUSCO est pour beaucoup aussi. Simplement parce que vous avez compris, on a fermé les bureaux de la MONUSCO du Sud Kivu, et 2 jours après, on nous dit non, Calais au Sud Kivu aussi à la présence, vous connaissez la présence de M23. Mais c'est un message qu'elle nous donne. En d'autres termes, sans la MONUSCO, vous n'y parviendrez pas. Par voie de conséquences, il faut plutôt penser aux voies diplomatiques et politiques pour trouver solution à la question. Comme si, depuis hier, lorsque nous étions avec la MONUSCO dans toutes nos provinces, elle était à mesure de nous sécuriser valablement et correctement. C'est une façon de nous faire pression. Mais nous acceptons tout. Nous avons cédé même à l'appel des États-Unis sur la question de la trêve. Pascal, je disais, c'est une stratégie. Après que le M23 ait récupéré Kanyabayonga, voilà, 2 jours après, on vous dit non, observez la trêve de 2 semaines. Pendant ce temps, il y a des déploiements qui sont faits par le M23, par le Rwanda, pour s'installer définitivement à Kanyabayonga. Le délogement ne sera pas facile. Et c'est comme ça qu'on vous a imposé la trêve. Pourquoi on n'a pas pu réfléchir? Mais depuis tous ces temps, les gens souffraient toujours. C'est simplement maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'il faut maintenant protéger ces gens. Non. Il y a un plan contre le pays, mais si on ne sait pas naviguer dans le temps pour voir normalement ce qui se passe, en tout cas, on n'aura pas résolu le problème. Hier, j'ai reçu l'appel du responsable de Wazalendo. Il m'explique la situation. C'est qu'ils vivent à l'Est. Il me dit ceci. Et j'ai bien voulu partager avec vous, chers frères. La situation de l'Est, ce n'est pas que nos militaires ne sont pas forts. Ils sont très forts, bien formés, bien équipés en même temps. Le monsieur me dit, Pascal, vous devez le dire, ce qui ne va pas, c'est le commandement. On a des militaires. Ils sont dans une position bien équipés. Ils prennent des armes. Au lieu de tirer vers là où il y a l'adversaire, mais ils tirent vers d'autres positions de phare d'essai. Ce qui crée un désordre et finalement il n'y a pas harmonie dans le commandement. Et conséquence, on replie et l'adversaire vient récupérer des espaces. Qui est responsable cette fois-là? C'est les officiers, ceux qui commandent les opérations. Il a voulu qu'on interpelle le général Chirumani. Il a voulu qu'on interpelle également le général Chirikoza, qui ouvrent les et les bons. Et ce que c'est fait dans des zones d'opération, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas aujourd'hui cette question. Nous l'abordons depuis toujours. Mais quelle solution? Qui ne comprend pas qu'il y a des traîtres au sein de l'armée qui sont en intelligence avec le M23 et dans des zones d'opération, ils travaillent pour l'ennemi contre leur propre pays. Qui ne comprend pas ça depuis longtemps? Et qu'est-ce que nous en faisons? Je pensais qu'à un certain moment,
Le travail a été fait très sérieusement. On est parvenu à identifier les infiltrés. On est parvenu à décourager des gens qui entrent en intelligence avec l'ennemi. Mais à ce jour, je commence à me rendre compte qu'ils sont toujours nombreux. La solution n'est jamais trouvée. Ça fait mal. Lorsque c'est nos frères qui tombent. Lorsque c'est nos villes qui sont souvent occupées. Et lorsque nous savons que ce n'est pas par manque d'une bonne formation militaire. Et tous nous savons que c'est par la traîtrise que cela arrive. Les militaires au front savent citer les généraux qui trahissent le pays. Ils sont au front, ils citent les noms. Mais je pense que les décideurs entendent les sons que les militaires au front envoient. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Ils ont des téléphones, très facilement, ils peuvent envoyer un message sans être identifiés. Mais question de prendre cette information et la capitaliser. Ils citent les noms des généraux. On ne va pas nous dire qu'on n'entend pas ce que les militaires au front disent. Même les rançons, l'argent qu'on envoie aux militaires, la prime, n'arrivent pas. D'autres ont fait beaucoup de temps sans être payés. Mais dans ces conditions-là, vous voulez que les militaires fassent quoi? Et pourtant, l'argent est envoyé de Kinshasa. Il y a des opérations retour qui se font. Vous envoyez l'argent, on retourne l'argent. L'argent qui servirait finalement au paiement des militaires. Mais tous les militaires ne vont pas recevoir l'argent. Le gap, l'argent qui reste, retourne à Kinshasa. Les militaires le disent. À travers notre numéro qui est affiché là, nous recevons beaucoup d'appels. Mais si c'est dans ces conditions, je pense que nous ne servons pas notre pays. La trêve n'est pas une bonne chose. Franchement, pour le Congo, à ce jour, il faudrait que... Mais malheureusement, on a déjà consenti. On a déjà consenti, on a cédé. Et pendant 2 semaines, ils vont se renforcer. Ils vont se renforcer à l'Est. En tout cas, je pense que nous, à ce niveau, on s'arrête ici. Parce que il y a d'autres questions qui nous intéressent, que nous avions voulu aborder bientôt, bien entendu, mais il s'est fait qu'il faudrait qu'on revienne prochainement. Mais sinon, nous vous remercions tout en vous disant que nous devons aimer le pays. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons que celui-ci, la République démocratique du Congo. Mais notre comportement pose des problèmes. Mais franchement, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire, le plan politique, vous avez compris. Comment comprendre? C'est inconcevable ce qui se fait. Dans des nominations. Comment comprendre que jusqu'ici, nous ne savons pas avoir les cabinets ministériels? Est-ce que ce n'est pas sorcier, franchement? 7 mois, bientôt 8 mois. Aucun cabinet. Mais les ministres sont... Mais des différents dossiers qui viennent là, le traitement se fait comment? Aimons ce pays, s'il vous plaît. De l'autre côté, à l'Est, on ne sait que trahir. Je pense qu'il faut changer. Mais pourquoi les noms? Il y a des noms que vous envoyez dans des zones d'opération, des noms qui font fâcher les Congolais. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher les Ekofo? Pourquoi vous ne pouvez pas chercher les Okito? Pourquoi vous ne pouvez pas chercher les Ilunga? Vous ne pouvez pas chercher les Kabeya? Vous ne pouvez pas chercher les Mbadou? Vos noms seulement... Pourquoi seulement ces noms-là dans les opérations à l'Est? Les noms compliqués, toujours à l'Est. Non, franchement, ça fait mal. En tout cas, merci. À la prochaine. Ici, n'allez jamais ailleurs. Ici, d'abord. Au revoir.